Bonjour, je suis Guillaume Tostivin, créateur du podcast Une toute autre histoire. Cette chronique, ponctuée d'anecdotes, d'événements, de personnages, va vous permettre d'appréhender différents conseils business management afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre quotidien ou dans votre travail. Le thème d'aujourd'hui est l'importance d'assumer ses responsabilités à travers l'exemple d'Edith Cavell. Comme on le sait en entreprise, chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Et quelque part, c'est la bonne condition pour un bon fonctionnement en équipe. Être responsable, c'est accepter les conséquences de ce que l'on fait. C'est à l'oral s'exprimer sans détour et ne pas se trouver d'excuses et qu'on ne veut pas identifier sa part de responsabilité. En plus, une responsabilité, c'est une force, un moyen d'action et ça permet de tirer les leçons pour pouvoir progresser. Mais ce qui est intéressant, c'est que la responsabilité n'est pas forcément attachée au pouvoir hiérarchique. Chacun à son niveau peut, je dirais, être confronté à de la responsabilité et à assumer ses actes. C'est même une valeur très très importante qui est associée aussi bien dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans la grande histoire. Parce que nous avons vécu effectivement de grandes guerres, des moments où des leaders, donc des grands responsables, ont dû prendre des décisions, assumer leurs actes et les conséquences compte tenu de leur rôle, à grand pouvoir, grande responsabilité, mais ça ne se limite pas aux dirigeants. Tous les résistants, par exemple, dans chaque guerre, de chaque régime, qu'ils soient connus ou inconnus, eh bien, fait ce même choix personnel de passer à l'action et d'assumer les conséquences. Les résistants, ils le font en leur âme et conscience. C'est une véritable source d'inspiration et parfois leur issue peut être particulièrement tragique. Mais il y a même une dernière catégorie. Ce sont les résistants, je dirais, malgré eux, qui le font, je dirais, liés à la profession. Ils n'étaient pas amenés à être résistants. J'ai pu traiter dans un autre épisode le cas de Rose Valland. Ils le font notamment compte tenu du contexte des événements, mais par conviction de ce qui est bien et de ce sentiment de justice. C'est pourtant un dilemme pour eux, parce qu'ils souhaitent obéir aux ordres de leur, je dirais, de leur nouvelle hiérarchie, et avec qui ils ne sont pas en phase, et donc aller à l'encontre pour faire ce qui nous paraît juste. Donc c'est vraiment ne pas suivre les ordres. Le cas d'Edith Cavell est vraiment majeur à plus d'un titre. Ça a été une situation unique lors de la Première Guerre mondiale, et même par rapport à n'importe quelle autre guerre, et ça a frappé une personne d'une vertu et d'une humilité hors du commun. Beaucoup d'historiens considèrent même que il y a un avant-après Edith Cavell lors de la Première Guerre mondiale. Les conséquences vont être énormes. Et à part, je pense, d'être bruxellois britannique, il y a peu de chances pour que vous la connaissiez bien en tant que telle. Donc c'est le but de cet épisode, c'est que vous puissiez découvrir son histoire, vibrer sur son enfance, sur sa profession, mais aussi à chacune de ses décisions. Et à la fin, vous poser une question, notamment liée à l'importance de la responsabilité. Est-ce que j'aurais fait pareil, jusqu'où je serais allé par rapport au dilemme auquel a été confrontée Edith Cavell. Alors, voyons déjà son enfance. Edith Cavell donc est britannique, elle est née à Swardeston, du côté de Norfolk, au Royaume-Uni. Ses parents, c'était des personnes très pieuses, notamment son père, puisqu'il était révérend, c'est le révérend Frédéric Cavell, et elle est l'aînée de 4 enfants. Elle a fait ses études donc proche de son père, elle n'a pas fréquenté l'école locale, et chose particulière, c'est une artiste assez accomplie, spécialisée dans les peintures de fleurs. Elle est assez, je dirais portée sur un côté artistique qui pourtant ne va pas l'inciter à aller davantage plus loin. Et à la question d'un enfant, quel est votre rêve? Edith Cavell va répondre, être enterrée dans l'abbaye de Westminster. Vous verrez, ça aura son importance. Donc Edith suit ensuite des études classiques, je dirais sur la partie secondaire. Elle va vivre dans des internats. Elle va apprendre le français. Elle va être recommandée par son chef d'établissement pour un poste de gouvernante. Ce qui se faisait beaucoup. À l'époque, le métier de gouvernante était très très prisé en Angleterre, mais aussi un peu ailleurs, et notamment à Bruxelles. Et elle va donc être gouvernante dans la famille François à Bruxelles en 1890. Elle a seulement 25 ans. Et donc Edith va apprendre ce métier de gouvernante dans cette famille. Ça va vraiment lui apprendre la discipline
et je dirais l'importance de la rigueur, de l'éducation. Quelque part, elles se sent pas suffisamment à l'aise et à un moment, c'est assez intéressant pour ouvrir ses horizons. Elle décide de visiter complètement l'Europe, l'Autriche, la Bavière. Elle est assez impressionnée par un hôpital, notamment qu'elle visite. Et du coup, ça va lui faire réfléchir de plus en plus par rapport à son avenir. En Belgique, quand elle revient, donc elle continue sa mission auprès d'être gouvernante autour de cette famille. Apparemment, Madame François aurait décrit Edith comme très gentille, mais très sévère, et avait l'habitude d'organiser des activités récréatives telles que des parties de thé où les enfants agissaient à titre d'hôte et effectuaient des charades. Donc assez comique, on peut imaginer la situation. Elle poursuivait ses activités de croquis et de peinture. Edith disait que la famille François qu'elle ne pourrait jamais dire un mensonge. Et ça, c'est particulièrement important de comprendre ça. Si un visiteur se présentait que Madame François demandait à Edith de l'excuser, comme n'étant pas à la maison, Edith, elle refusait, ni plus ni moins. Ce n'était pas non véritablement sa nature et ses valeurs. Edith, en 1895, est confrontée à un événement familial. Elle retourne à Swardeston pour soigner son père malade. Et là, Edith se rend compte de l'importance de la notion de soin, parce que c'est quelque chose qui est complètement un peu nouveau, le métier potentiellement d'infirmière, et elle se dit mais c'est exactement le genre de profession qui pourrait complètement me convenir et sur lequel je pourrais m'épanouir. Donc en fait, le fait d'avoir soigné son père malade lui permet d'avoir une reconversion, de passer de gouvernante à infirmière, je dirais professionnelle. Mais le point, c'est qu'il maintenant, il faut qu'elle reprenne ses études. Donc elle va passer plusieurs mois à Londres pour voir comment elle peut s'adapter à la profession infirmière. À un moment, il y a un épisode de fièvre typhoïde qui éclate dans le Kent, et Edith va aider avec 5 autres infirmières, et seulement 132 personnes meurent sur les 1700 qui ont contracté la maladie. C'est plutôt un énorme succès, et Edith va recevoir la médaille Maidstone pour son travail. C'est donc un accomplissement important pour elle. Elle va terminer sa formation en soins infirmiers, notamment à l'infirmerie de Saint-Pancras. Saint-Pancras, vous connaissez sans doute tous si vous allez à Londres. Donc là, il y avait un hôpital public dans lequel elle a été responsable, je dirais, et de supervision, notamment pour plus de 250 patients. Et donc, elle a été aussi même directrice pendant une courte période, une position qu'elle a trouvée assez fatigante. Elle va même faire une pause. En 1906, elle fait ce qu'on appelle un burn-out, où là, elle va prendre une pause de 6 mois après avoir travaillé 10 ans comme infirmière. Donc c'est assez intéressant parce qu'elle s'écoute quand même si elle est dévouée vis-à-vis des autres. Pourtant, en 1906, il y a une opportunité, comme dans n'importe quelle carrière. Antoine Depage, qui est je dirais quelqu'un de très important à Bruxelles, souhaite en fait créer une école belge d'infirmières diplômées. Il est persuadé qu'en fait les Britanniques sont en avance sur cette notion de soins, et du coup il veut à tout prix recruter une infirmière, je dirais qualifiée, diplômée, qui pourrait être manager et formatrice de cette école. Donc Edith, du coup, est consultée pour ce poste. Elle hésite, et puis comme elle cherchait une nouvelle opportunité, elle accepte donc ce rôle aussi bien d'organiser, diriger, former toute cette école. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va faire aussi même du lobbying sur le métier d'infirmière. Elle va faire écrire plusieurs articles dans plusieurs revues spécialisées. Donc elle devient entre 1907 et 1912 une véritable ambassadrice de ce nouveau métier. Et aussi bien donc en Angleterre qu'à Bruxelles, qu'un peu partout. Et ça, c'est vraiment important parce qu'elles se sont complètement épanouies et dévouées, je dirais, à cette mission. Elle donne même de plus en plus de conférences au fur et à mesure. Elle travaille sur le déménagement de l'école d'infirmière qui doit déménager à Bruxelles à 2-3 pâtés de maison, mais quelque part ce lieu même deviendra un hôpital, l'hôpital Edith Cavell. Si vous l'avez à Bruxelles, c'est là où est le lieu de l'ancienne école qu'elle a dirigée. Parce que arrive 1914,
et 1914, eh bien, à ce moment précis où l'archiduc François-Joseph est assassiné, eh bien, elle se trouve en Angleterre. Elle se trouve au chevet de sa mère. Et là, elle décide de prendre une première décision impactante. Elle se dit, si je reste en Angleterre, je ne vais pas être sur les lieux de combat, parce qu'on se doute que ça va être plutôt, je dirais, sur l'Europe continentale. Et donc, elle décide de revenir à Bruxelles. Elle sait que ça va être l'épicentre de je dirais des combats, mais aussi des soins, puisque donc on est proche des Français, des Allemands. Donc, c'est particulièrement important pour elle de retourner à Bruxelles. Ce retour se fait un peu contre la volonté de sa famille et de ses amis, mais elle dit, à un moment comme ça, je suis plus que jamais nécessaire. Alors, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que les soldats allemands envahissent et occupent Bruxelles vers la fin août. Les blessés de toutes les nationalités commencent à affluer dans la clinique d'Édith et celle d'Antoine Lepage, et ça va même devenir un hôpital de la Croix-Rouge pour blessés de toutes les nationalités. Ce qui est important, les infirmières ne doivent prendre pas part à la guerre, quel que soit l'à côté. En Belgique, donc, l'avancée allemande a été un succès. Les Britanniques se retirent au fur et à mesure, les Français sont repoussés. Beaucoup dans les deux armées, ils sont assez isolés. Et à l'automne 1914, il y a 2 soldats britanniques qui sont bloqués et qui trouvent le chemin de l'école de formation d'Edith Cavell, de l'école. Et là, Edith Cavell, elle voit ces 2 soldats, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle les accueille et elle les met dans des lits de patients. Elle les héberge pendant 2 semaines, en dépit des risques encourus, puisqu'encore une fois, elle est sous autorité allemande. Et finalement, ces deux soldats britanniques vont pouvoir arriver à aller en territoire neutre en Hollande. Et arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que au fur et à mesure, eh bien, elle est contactée par un réseau de résistance, et qui notamment c'est le réseau qui était le réseau de Croy, qui est notamment un réseau très influent par quelques, je dirais, notables de la région bruxelloise, donc plusieurs célébrités qui, compte tenu de la situation, souhaitent mettre en place un véritable réseau de guidage pour exfiltrer les soldats britanniques vers des positions beaucoup plus neutres comme les Pays-Bas. Et là, au fur et à mesure, eh bien, je dirais la résistance s'industrialise, se met vraiment en place. Il y a des systèmes de guidage qui sont organisés. Et pendant 6 mois, eh bien, c'est presque 200 soldats alliés qui vont passer par l'école de formation d'Edith Cavell et qui vont après pouvoir véritablement s'évader. Donc cette organisation est plutôt efficace malgré les risques. Et toutes les personnes impliquées savaient qu'elles pouvaient être abattues pour avoir abrité des soldats alliés. Et donc Edith même fait face vraiment à un dilemme moral, parce qu'en tant que membre protégé de la Croix-Rouge, elle aurait dû rester à l'écart. Et là, quand même, en allant, je dirais, guérir, c'est bon, mais sauver, c'est au-delà, je dirais, des conventions potentiellement de guerre. Donc, sauf que pour elle, la protection, la dissimulation et la contrebande loin des hommes traqués était un acte humanitaire, comme de s'occuper des malades et des blessés. C'est dans son schéma. Mais c'est complètement nouveau pour l'époque. Donc Edith est prête à faire face selon les conséquences. Et là, vous me voyez venir sans doute. En août 1915, eh bien, un collaborateur belge qui était passé au mois de juin et qui s'était fait passer pour quelqu'un de britannique, eh bien, dénonce je dirais le système, dénonce tout le réseau résistant et du coup va avertir les Allemands de ce système, et donc tout le réseau est démantelé. L'école va être fouillée. Un soldat se glisse notamment à l'arrière du jardin pour vraiment envahir l'école. Edith Cavell est à ce moment-là reste calme, elle comprend qu'il se passe quelque chose. Aucun papier compromettant n'est trouvé, elle avait réussi à éliminer toutes les preuves. Son journal avait été cousu dans un coussin. Elle était trop consciencieuse, elle avait même réussi à garder secret des activités vraiment souterraines pour pas incriminer ses infirmières qui ne savaient pas. Les personnes qui étaient sous ses ordres ne savaient pas ce que faisait leur manager, c'est-à-dire Edith notamment, d'exfiltrer tous ces soldats. Et donc vraiment
clairement, c'est vraiment un dilemme parce que les infirmières prennent parti pour Edith Cavell, qui est arrêtée, mais ils savent qu'ils ne peuvent vraiment rien faire. En plus, en parallèle, Antoine Depage, donc le directeur de l'école, eh bien sa femme, Marie Depage, eh bien périt lors du torpillage du navire Lusitania qui coulait par un sous-marin allemand, et puisqu'il y a à peu près 1200 personnes sur les 2000 qui vont périr noyées. Donc un double drame. En plus de l'arrestation, il y a donc une personne qui était très proche de Edith qui décède dans des circonstances assez tragiques. Et c'est un événement important, le torpillage de la RMS Lusitania, mais aussi vous allez voir donc toute cette arrestation de cette filiale, puisque donc c'est 35 personnes qui sont arrêtées, qui sont ensuite classées en 3 catégories: ceux qui ont agi comme guides, les organisateurs et les agents de liaison, les chimistes qui ont contribué à l'élaboration de photographies ou d'établissements de papier identité pour pouvoir aller aux Pays-Bas, et ceux qui ont procuré un hébergement pour les évader. Et là, après un interrogatoire de 72 heures, Edith est amenée à faire une confession. Les interrogateurs lui disent qu'ils ont déjà des informations dont ils ont besoin et qu'elle peut sauver ses amis si elle fait des aveux complets. Là, Edith les croit, donc du coup passe, fait toute sa confession. Et là, ça commence à prendre une tournure un peu internationale. Il y a un ambassadeur américain en Belgique qui essaye d'écrire au ministre allemand des Affaires politiques à Bruxelles pour le sensibiliser sur cette affaire. Il reçoit pas de réponse. Edith passe 10 semaines à la prison de Saint-Gilles comme tous ceux qui sont arrêtés. Et du coup, là, elle commence un petit peu plus en plus à se confesser, voyant le procès qui peut très très mal tourner. Elle dit: la vie pour moi a toujours été pressée et pleine de difficultés, mais je ne regrette rien. Toutes ces semaines, j'ai eu le temps de lire, à prier et à réfléchir. En octobre 1915, il y a donc le procès qui est véritablement expédié. Elle disait: ma préoccupation n'a pas été d'aider l'ennemi, mais d'aider les hommes qui s'adressaient à moi afin de gagner la frontière. Après avoir traversé la frontière, ils étaient libres. Le procès donc des 35 accusés ne prend que 2 jours. Et évidemment, pour les Allemands, il n'est pas question qu'Edith soit déclarée non coupable, surtout qu'elle avait admis ce qu'elle avait fait. La seule question, c'était la sévérité de la peine que le tribunal allait imposer. Et le 8 octobre, le procès prend fin, et du coup la condamnation à mort d'Edith Cavell et d'autres personnes. Il y en a qui reçoivent des diverses peines de prison. Et le fameux général allemand qui est en charge des affaires politiques se montre inflexible parce qu'il y a encore une fois une pression de l'environnement international pour faire en sorte que Edith et les autres personnes soient libérées, que les exécutions n'aient pas lieu. Et là, à l'inverse, le général accélère puisque la décision qui a été prise de les condamner à mort a lieu l'après-midi du 8 octobre, et c'est le 11 octobre, Edith apprend son sort à 20h30 et elle est convoquée pour pouvoir subir sa sentence de condamnation à mort le lendemain, donc seulement quelques heures. Donc la communauté internationale a très peu de temps pour réagir. Là, elle dit: j'ai ni peur ni crainte, j'ai vu la mort si souvent qu'elle m'est étrange ni effrayante. Je ne dois pas avoir ni de haine ni d'amertume envers quiconque. Et donc là, ensuite a lieu donc l'exécution à 7h le lendemain matin, le 12 octobre. Elle marchait très droite et très bien habillée. Elle avait complété son journal intime en indiquant donc sa mort. Donc forcément, c'est l'impact de l'exécution d'Edith Cavell a un retentissement assez incroyable parce qu'on ne pensait pas que les Allemands allaient aller jusqu'au bout. La communauté internationale pensait qu'il y allait avoir un peu plus de temps. Elle est enterrée à la hâte au champ de tir où elle a été abattue. Il y a une simple croix de bois qui est mise sur sa tombe. Et le général allemand, toujours, il avait estimé que voilà, si on expédiait cette affaire d'Edith Cavell, on n'allait on allait facilement l'oublier, on n'allait plus en parler. Et c'est vraiment une erreur, puisque l'ambassade américaine, et on fait en sorte que l'histoire a été largement diffusée, et là, la presse s'en empare. Donc c'est un véritable tollé qui surprennent les Allemands, qui font prendre conscience qu'ils commettent une grave erreur, et l'exécution est utilisée comme propagande par les Alliés, qui acclamaient justement Edith Cavell comme une martyre et les responsables de son exécution comme des monstres meurtriers. Surtout qu'encore une fois, il y a eu le RMS Lusitania qui a été torpillé peu de temps avant. Un massacre à Dinan aussi qui a été très dénoncé par la communauté internationale
toujours perpétré par les Allemands. Bref, c'est vraiment la goutte d'eau. Et ce qui est fou, c'est qu'Edith Cavell ne voulait pas être dans les mémoires comme une martyre ou une héroïne, mais simplement comme une infirmière qui essayait de faire son devoir et qui croyait en ses convictions. Donc l'exécution de cette brave infirmière n'est pas pardonnée et fait basculer l'opinion contre l'Allemagne et contribue à faire participer les États-Unis dans la guerre. Donc la propagande que sa mort entraîne permet aussi à l'armée du Royaume-Uni de recruter en masse, de doubler les effectifs pendant 8 semaines après la mort d'Edith Cavell. Donc ils se retrouvent en surnombre et les Allemands se rendent compte trop tard de leur erreur. Même le Kaiser lui-même ordonne qu'à l'avenir, qu'aucune femme ne soit exécutée sans son consentement. Imaginez l'impact. Alors quelle leçon on peut tirer de cette histoire? C'est déjà une leçon forte, une grande force par rapport à Edith Cavell. C'est réfléchissez à vos propres convictions. Jusqu'où iriez-vous pour y rester fidèle? Quelle est votre vision des choses? Si une décision est prise dans votre entreprise et qui n'est pas conforme à vos valeurs, à votre éthique, qu'est-ce que vous faites? Et surtout, comment réagissez-vous? Pour Edith, encore une fois, la profession d'infirmier n'avait pas de frontières et au-delà de soigner, c'était sauver les personnes jusqu'au bout. Donc, ça va en l'encontre de la vision de guerre pour les Allemands. Et du coup, même la Convention de Genève va évoluer après ça et on va déterminer vraiment les actions des infirmiers de manière beaucoup plus claire pour éviter que ça puisse se reproduire. Donc, il y avait vraiment une jurisprudence liée à Edith Cavell. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qui est important, c'est qu'elle est restée fidèle à ses valeurs, qu'elle porte et qu'elle assume seule ses actes. Ça, c'est pour la leçon qu'il faut tirer par rapport à l'histoire d'Edith Cavell, mais il y a une autre leçon qui est pour l'Allemagne, qui a clairement sous-estimé les conséquences de ses propres actes, qui pensait être dans son bon droit, de l'interprétation, et qui un siècle plus tard, regrette toujours cette décision. La prise de recul est de loin ce qu'il y a de plus difficile dans chaque décision. Et les bénéfices, vraiment, de cette décision, la condamnation à mort était bien plus faible que les risques qu'ils allaient encourir, notamment qu'ils avaient déjà des signes de la communauté internationale. Donc faites toujours ce rapport bénéfice-risque quand vous prenez une décision, détectez les signaux faibles, vos alliés et votre bon droit. Surtout si vous prenez une décision radicale. Effectivement, l'analogie, est quand même assez radical dans ce sens-là, encore une fois, mais c'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience des impacts des décisions et que vous voyez vraiment cette notion de justice et de valeur. Enfin, je terminerai l'histoire par les événements postérieurs à la Première Guerre mondiale et la légende d'Edith Cavell, parce que à la fin de la guerre, le roi des Belges trématise posthume la croix de Lord Léopold à Edith Cavell, la France lui décerne la Légion d'honneur. Son cercueil, donc à la fin de la guerre, et on exhume le corps d'Edith Cavell, il est transporté à la gare du Nord à Bruxelles, et il y a tout un détachement de troupes britanniques qui va accompagner une foule de gens qui sont alignés le long des rues de Bruxelles, à la gare du Nord, un peu partout sur son passage. C'est assez impressionnant. Le train spécial ensuite se rend à Londres, il s'arrête à Foxnote, à Ashford. Les gares de campagne sont envahies par les enfants, par les hommes dans les champs, et donc qui tiennent tête nue en respect pour le convoi. Donc c'est véritablement une procession incroyable. Le train arrive à Londres à 11h, les infirmières ont marché en procession jusqu'à l'abbaye de Westminster, et vous vous souvenez de ce que j'avais dit au début, elle ne va pas être enterrée à Westminster, mais elle va avoir une cérémonie par le roi lui-même à l'abbaye de Westminster. Donc le New York Times décrit le lendemain: ni aucun guerrier triomphant, ni une autre personne n'a reçu un hommage plus impressionnant que celui rendu au reste mortel de Edith Cavell. Son cercueil va être emmené ensuite dans son village natal où elle va reposer dans une zone appelée Live Screen, et donc ce sera je dirais la fin du transfert des cendres d'Edith Cavell. Et de nombreux monuments et de lieux portent le nom d'Edith Cavell dans le monde. Il y a évidemment l'hôpital Edith Cavell à Bruxelles. Il y a des rues un peu partout, aussi en France, une statue à Trafalgar Square que je vous encourage à voir. Une rose au nom d'Edith Cavell. Et la dernière anecdote qui est assez incroyable, c'est que des parents en France, en décembre 1915, décident de nommer leur fille en mémoire d'Edith Cavell, Edith, et ça va devenir Edith Piaf. Donc ce destin de femme courageuse qui ne voulait pas être héroïne ou même martyr symbolise, je pense, vraiment les dilemmes du XXe siècle auxquels nos nations étaient confrontées. C'était encore une fois une situation très particulière.
Mais je pense l'humilité, la droiture, la cohérence et l'engagement sont vraiment des valeurs de futur, des valeurs d'avenir, notamment sur les futures crises du XXIe siècle, sans encore une fois que j'espère qu'on ne vivra pas de guerre, mais d'autres crises. Mais c'est encore une fois déterminant de bien se positionner par rapport à ces valeurs, comment vous vous y confortez, comment vous vous sentez à l'aise et jusqu'où vous êtes prêt à assumer vos convictions. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous avez pu apprendre des choses sur Edith Cavell et sur son histoire assez incroyable. Moi, j'ai pu découvrir son destin parce qu'on m'a demandé une conférence où son nom avait été mentionné. Donc, ça me permet de rebondir en disant comme quoi vous pouvez me solliciter pour des conférences, qu'on puisse travailler sur différentes thématiques que vous tiendrez à cœur. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à une newsletter que j'ai lancée donc il y a peu de temps. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.